Bonjour, après ces vacances que nous avons eues, nous sommes de retour pour essayer de comprendre comment le cerveau arrive à percevoir les sons. Nous avons vu comment un signal électrique était créé par l'oreille, je vous rappelle, les cils vibratiles qui vibrent et à chaque fois qu'ils vibrent, ça crée un signal sonore qui est créé dans différents cils vibratiles suivant la fréquence fondamentale à laquelle il vibre. Donc, nous avons cette information-là, l'information d'amplitude qui est transmise, l'information de fréquence qui est transmise, donc nous avons tout notre son, créer des messages électriques et qui vont partir vers le cerveau. Notre deuxième partie maintenant, ça va être de voir comment est-ce que, après l'oreille, l'information arrive jusqu'au cerveau et comment le cerveau arrive à analyser la vibration sonore, arrive à comprendre, par exemple, une parole qui est prononcée, ou arrive à reconnaître de la musique, ou arrive à reconnaître un bruit. Donc, première chose, je rappelle, hein, le circuit, on a l'oreille interne, c'est dans la cochlée qui est ici, qui crée le signal sonore. Le signal sonore va passer sur un nerf, ce qu'on appelle le nerf auditif, et va arriver jusqu'au cerveau. On va faire un petit peu plus tard. Et du coup, l'information passe le long d'un nerf. Pour comprendre comment fonctionne un nerf, alors vous avez déjà vu ça au collège, c'est juste un rappel, mais pour que les choses soient bien claires, l'expérience historique qui a été faite, c'était une expérience qui a été faite sur un nerf de calmar. Pourquoi? Parce que les nerfs de calmar sont beaucoup plus gros et se voient très bien. Et on avait pris donc un morceau de nerf de calmar, on remarquait ce qui se passait et on utilisait un système qui mesure, une électrode qui mesure un courant électrique. On s'est aperçu qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait un message, il y avait un courant électrique qui passait sur le nerf. Autrement dit, sur un nerf, l'information est transmise sous forme de courant électrique. Alors bien sûr, ça a été fait chez un calmar, il se trouve que c'est aussi ce que l'on voit chez l'humain. Et vous avez peut-être vu, notamment dans des séries, dans des films, que l'on a des appareils qui permettent de mesurer la tension électrique. Vous savez, c'est dans les films ce que l'on voit avec quelqu'un dont on essaie de mesurer les vibrations cardiaques avec quelque chose qui fait bip, bip de manière régulière. Ben là, ce qu'on mesure, à ce qui correspond à chaque bip, ce sont les messages électriques qui font battre le cœur. Parce que c'est un message nerveux qui fait battre le cœur. Voilà. Et donc, on regarde ces messages-là. On fait exactement la même chose au niveau du cerveau, ça s'appelle un électrocéphalogramme. On peut faire ça sur n'importe quel nerf, hein, où on place des petites électrodes le long par exemple du bras ou de la jambe, et on va regarder le message électrique qui se propage. On peut calculer la vitesse à laquelle il se propage, la fréquence à laquelle il se propage, etc. Bref, c'est un message électrique. Donc notre oreille interne fait un message électrique qui va passer le long du nerf. Le nerf ici fonctionne exactement comme un câble électrique, et ce message électrique arrive jusqu'au cerveau. Pourquoi est-ce que c'est un message électrique? Il se trouve que l'avantage du message électrique, c'est que c'est extrêmement rapide. Ça va très vite. Et que du coup, vous avez l'information tout de suite. Alors, entre l'oreille et le cerveau, il n'y a pas beaucoup de distance. Mais pensez par exemple entre votre doigt de pied et le cerveau, les informations vont très vite. En une seconde, l'information a le temps de faire au moins 100 fois l'aller-retour entre votre pied et le cerveau. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très rapide, qui permet de transmettre des informations très rapidement. Lorsque ça va arriver au cerveau, le cerveau c'est quelque chose qui est complexe. Ici vous avez une coupe d'un cerveau qui est montrée. Alors vous avez le crâne qui est ici, qui est l'os de la tête. Donc l'avant est ici, vous avez ici le nez, ici vous connaissez le début, enfin le haut de la bouche, la mâchoire supérieure, etc. Nous ce qui nous intéresse c'est cette partie-là, qui est ici, qui est ce qu'on appelle le cerveau. Il est constitué de plein de parties. Ces parties ont plein de rôles différents. Vous, vous avez déjà entendu parler de certains de ces rôles l'an dernier, notamment lorsque vous avez parlé de sexualité. Euh, pour ceux qui font la spécialité SVT l'an prochain, vous entendrez parler d'autres parties, hein, tout un tas de parties du cerveau. Euh, Parmi celles que nous, on va voir, on va regarder les trois grandes parties. Il n'y en a qu'une des trois grandes parties qui va nous intéresser. C'est une très grande partie, cette partie-là tout d'abord qu'on appelle le cervelet. Le cervelet sert à faire en sorte que nos mouvements soient coordonnés. C'est-à-dire que lorsque je ne tombe pas si je lève le bras. Quand je lève le bras, mon équilibre change. Et du coup, si le cervelet n'était pas là, les muscles des jambes ne changeraient pas et on tomberait à chaque fois.
le cervelet a la capacité de faire en sorte que les muscles des jambes vont bouger comme il faut pour équilibrer, etc. Donc c'est un organe très important pour le mouvement, pas pour l'audition. Vous avez ici cette partie-là qu'on appelle le rhombe ou le tronc. Cette partie-là sert à faire le lien entre les informations qui viennent par les nerfs du reste du corps et le cerveau. C'est pas ça non plus qui va nous intéresser, ça nous intéresse cette grande masse ici du cerveau qu'on appelle le cortex. Le cortex, c'est la masse du cerveau dans laquelle vous avez la pensée, la mémoire, la conscience, les rêves, les sentiments, les émotions, la mémoire, bref, quasiment les capacités de réflexion, les capacités de calcul, le langage, les perceptions. Bref, vous avez l'immense majorité de ce qu'on imagine lorsqu'on parle du cerveau qui en fait se fait dans le cortex. Alors je ne vous ai pas dit, hein, il y a d'autres zones du cerveau, tout ça c'est des zones du cerveau aussi, dont on ne va pas parler. Nous, ce qui va intéresser, ça va se passer dans le cortex cérébral, qui est ici. Et donc l'information nerveuse, auditive, arrive dans le cortex cérébral. Donc le message nerveux est transmis par le nerf auditif jusqu'au cerveau, où il est analysé par le cortex cérébral. Bien comprendre, le cortex ne va pas simplement recevoir l'information, il va l'analyser. Il va comprendre ce qui se passe. Là, pour comprendre comment fonctionne le cortex cérébral, il a fallu trouver des moyens d'observer l'activité du cerveau sans découper le crâne à chaque fois. C'est ce qu'on a fait principalement avec des scanners et des IRM. Alors, le cerveau est divisé, enfin le cortex, ici, est divisé en plein de parties qu'on appelle des aires. Chaque aire va correspondre à une fonction. Alors souvent, hein, les aires ont plusieurs fonctions en même temps. Par exemple, ici, cette aire-là va servir au toucher. Mais probablement que cette aire-là sert aussi un petit peu à autre chose, etc., etc. Donc, pour avoir cette carte-là et pour comprendre comment c'est passé, il a fallu regarder. Comment est-ce que l'on a regardé? En faisant ce qu'on appelle des scanners et des IRM. Un scanner ou un IRM, c'est un moyen de regarder à l'intérieur du corps humain et de regarder l'activité. Alors, comment ça va se faire? Donc ici, je vous montre un logiciel gratuit qui est fait pour pouvoir observer des images de scanner ou d'IRM en 3 dimensions. Un scanner va envoyer des rayons X. Excusez-moi. Un scanner va envoyer des rayons X. Ces rayons X vont être plus ou moins absorbés par les tissus. Et ce qui va ressortir, c'est ceci, c'est une image en 3 dimensions de l'intérieur du corps. Donc ici, si je regarde le crâne, la tête, bah, j'ai l'intérieur du crâne avec le cerveau. Là, je vois bien mon cortex, par exemple, mon cervelet, etc. Donc, ce logiciel permet de se balader en 3 dimensions. Donc, vous voyez, si je déplace ici la souris, je vais de gauche à droite, d'avant en arrière. Et si je prends ici, je peux faire de haut vers le bas. Donc, en faisant ceci, je peux voir l'intérieur. On va associer ceci à ce qu'on appelle l'IRM. L'IRM, ça va mesurer de manière un peu complexe en utilisant des capacités magnétiques et ça va mesurer l'activité de l'eau. Quelle quantité d'eau j'ai et quel est le mouvement de l'eau. Alors quoi ça va nous servir? Ça se trouve que le corps, il y a beaucoup d'eau et notamment il y a un liquide important qui est le sang. Or, plus j'ai de sang dans un endroit, plus cet endroit fonctionne. Parce que, en gros, cet endroit appelle le sang, parce qu'il a besoin de nutriments, il a besoin d'énergie, on en a déjà parlé. Et donc, plus je vais avoir de sang dans un endroit, en général, plus la partie fonctionne. C'est particulièrement vrai pour le cerveau. Le cerveau va appeler du sang, donc plus le sang coule vite à cet endroit, plus cette partie va fonctionner. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va regarder ça, et là je vais regarder ça sur quelqu'un qui écoute de la musique. Voilà. Je vais avoir ici mes activités d'une couleur qui sont représentées, donc la partie à combien j'ai d'eau. Alors, je vois, vous voyez, je baisse ici, je viens à cet endroit-là du cortex, et je m'aperçois que lorsque j'entends, j'ai des parties actives qui sont les parties que vous voyez ici, du côté gauche et du côté droit. Donc chez cette personne-là, c'est plus du côté gauche que du côté droit.
Attention, ça change pour toutes les personnes. C'est pas forcément au même endroit. Ça peut être plus à gauche ou plus à droite selon les personnes, etc. Ça peut être un peu décalé. Mais là, on voit clairement que lorsque la personne entend un son, la partie qui s'active dans son cerveau, c'est ceci. Cette partie-là, et un petit peu moins la partie qui est en face. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'aire auditive. C'est l'aire du cerveau qui sert lorsqu'on entend, qui va recevoir les informations de mon oreille et qui va après les analyser pour pouvoir faire des choses. Donc le cortex cérébral est séparé en aires cérébrales. Chacune de ces aires correspond à une fonction précise. L'aire auditive analyse le message auditif et l'interprète. Quand je dis qu'il analyse, il faut bien comprendre ce qui se passe. Nous avons une analyse qui va être complexe, qui ne va pas juste être j'entends un son. Ici, c'est un son volontairement très simple, cette expérience. Mais je peux choisir de regarder quelque chose d'un petit peu plus complexe. Ici, je vais regarder quelqu'un qui écoute de la musique. Je vais regarder, donc simplement, là, il écoute de la musique par rapport à, et je compare par rapport au moment où il n'écoute pas de musique. Donc, je vois les différentes activités. Et là, ce que je vois, bah, c'est la même chose que ce que j'avais observé juste avant. Les aires auditives, à gauche et à droite, sont activées. Vous voyez que ici, chez cette personne-là, l'aire auditive est légèrement plus en avant que sa personne précédente, et que pour ce coup-ci, le côté droit est plus sollicité que sur la personne d'avant. Mais bon, globalement, ça ressemble énormément, hein, c'est la même chose. Bien, même personne, je vais maintenant regarder ce qu'elle fait lorsqu'elle écoute une musique joyeuse. Je m'aperçois que j'ai toujours mes aires auditives qui sont là, qui sont activées. Mais en plus, je vais activer d'autres parties du cerveau. Ici, par exemple. Hop, cette partie-là. Cette partie-là également. Vous voyez, j'ai d'autres parties du cerveau qui sont activées. C'est des parties ici qui vont être associées à la joie. Donc, mon cerveau, non seulement a reçu l'information de musique, a pu comprendre c'était de la musique, mais a été capable d'envoyer des informations à la partie qui est liée à la joie en disant c'est de la musique joyeuse, sois joyeux. Donc, on a une activité complexe, pas simplement c'est de la musique, et c'est de la musique, mais c'est de la musique qui va m'inspirer de la joie. Et je peux faire ça également avec d'autres types de musique, hein. Je peux regarder de la musique terrifiante, au contraire. Alors la musique terrifiante, voilà. On voit pas trop. Je vais essayer de diminuer le seuil pour qu'on voit mieux. Ouais, bon. Ce qu'on voit, c'est que ici, vous avez cette partie-là, qui est une partie différente du cerveau, qui s'active. Donc clairement, vous avez une intégration complexe dans le cerveau. Il va entendre la musique, comprendre la musique, mais également il va l'associer à quelque chose. Là, c'est pour la musique. Imaginez par exemple pour le langage. Et ben, on va avoir les parties qui sont liées au langage qui vont également être mises en avant. Et donc, on va avoir la partie liée au vocabulaire, par exemple, qui va permettre de comprendre les paroles, etc., etc. On avait une analyse qui est donc complexe de la part du cerveau. Lors de l'interprétation, l'aire auditive envoie l'information à d'autres aires du cortex. L'aire du langage, l'aire de l'identification des bruits, l'aire des émotions, etc. Les aires des émotions, parce qu'on a vu que par exemple la terreur et la joie étaient dans des aires différentes, etc. Ça va même aller plus loin. Parce qu'en fait, non seulement lorsque vous entendez quelque chose, bah, vous le percevez, vous l'analysez, mais en plus vous allez le retenir. Et vous allez même tellement le retenir que ça va modifier votre cerveau. Et que la prochaine fois que vous l'entendrez, vous reconnaîtrez le morceau et vous l'associerez peut-être à la joie que vous avez ressentie à ce moment-là, ou peut-être à l'ennui que vous avez ressenti, ou à autre chose. Peut-être que vous associerez ça au nom du chanteur, etc., etc. Bref, votre cerveau va se modifier à chaque fois que vous entendez quelque chose. Là, regardez, on voit l'activité d'un cerveau, donc vu de côté. Lorsque la personne lit des mots, lorsque la personne entend des mots, donc vous voyez ici on a l'air visuel, ici on a l'air auditif, vous voyez bien la différence. Mais vous voyez qu'en plus il y a des zones, ces zones-là, qui sont actives dans les deux cas, des zones liées au langage. Lorsqu'on prononce des mots, vous voyez que
On a toujours la zone du langage, mais on a d'autres choses qui sont au niveau de la prononciation, donc au niveau des mouvements des lèvres, etc. Et lorsqu'on génère des mots, c'est-à-dire lorsque l'on réfléchit à écrire des mots, vous voyez qu'il y a d'autres parties, la partie qui est liée au fait de former des phrases, et toujours la partie qui est liée au langage. Mais cette partie qui est liée au langage, bien évidemment, vous l'avez acquise, vous ne l'aviez pas à la naissance. Donc, vous allez en fait votre cerveau qui va se modifier à chaque fois pour intégrer ce que vous avez vu. Le cerveau a une incroyable capacité d'enregistrer et de se modifier à chaque fois qu'il se passe quelque chose. À chaque fois. Et ça, c'est jusqu'à votre mort. Le cerveau n'est jamais limité. Jusqu'à votre mort, vous aurez la capacité d'apprendre de nouvelles choses, de modifier votre cerveau encore et encore et encore pour l'améliorer. L'apprentissage d'une langue ou de la musique développe des capacités auditives. La reconnaissance des phonèmes. Les phonèmes, c'est les sons. La reconnaissance des noms. La reconnaissance des notes, etc. Ceci est permis grâce à la capacité du cerveau à se modifier en permanence pour apprendre. Et ça met en jeu de nombreuses aires différentes du cerveau. Voilà tout le cours pour aujourd'hui. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est bien évidemment recopier le cours et l'apprendre. Je vous revois pour la moitié d'entre vous la semaine prochaine en cours, l'autre moitié toujours en distanciel, et dans 2 semaines, je vois l'autre moitié. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dans une semaine ou dans 2 semaines.